Nous allons maintenant, donc, si vous le voulez bien, passer au deuxième point de cet ordre du jour. La révision du plan local d'urbanisme, débat sur les orientations du projet d'aménagement de développement durable, ce qu'on dit le PADD. C'est un document donc d'urbanisme majeur qui va aboutir donc à un nouveau plan local d'urbanisme. Une société SCE a été choisie après appel d'offres pour pouvoir nous présenter, faire l'étude et nous présenter donc des projets. Ce sont en fait les grandes orientations générales de ce plan d'aménagement de développement durable qui va être présenté donc ce soir par Madame Claire Sarrazin, qui est membre du cabinet SCE et qui travaille particulièrement dessus. Et je la remercie d'être là ce soir. Et je vais vous laisser la parole. Par contre, je vois que vous n'avez pas de micro. Voilà, après il y a une délibération qui vous sera présentée bien sûr par Monsieur Gachet après le débat que nous avons lieu. Alors, j'ai voulu dans le principe que le rapport qui est fait par le cabinet SCE vous soit présenté tel quel, c'est-à-dire sans aucune modification, de manière à ce qu'il puisse ouvrir à débat entre nous, puisque l'orientation, bien entendu, va dessiner la ville dans les 10 années à venir. Donc c'est un débat qui est important sur le fond, techniquement, et donc n'hésitez pas à intervenir pour poser des questions ou faire des propositions donc, qui sont nécessaires tout au long de cet exposé qui va être fait par Madame Sarrazin. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Un petit rappel du cheminement qui nous a conduit à cette séance de ce soir pour vous resituer le cadre de la procédure de révision d'un plan local d'urbanisme. Donc c'est une procédure relativement longue qui dure généralement 2 ans, qui a fait l'objet d'une prescription par conseil municipal au mois de juillet 2012, donc il y a déjà un peu plus d'1 an. Et nous avons commencé les études assez vite, puisque les réunions ont démarré au mois de septembre 2012. Alors, des réunions qui s'organisent de la manière suivante. Vous avez des commissions municipales. Donc, on a eu 11 réunions de commissions. Vous avez des réunions avec des personnes publiques associées qui sont faites pour permettre de prévalider le projet en étapes. À chaque fin de phase de l'étude, on les réunit pour leur présenter le résultat de nos réflexions et faire avancer le projet. Donc nous avons eu 2 réunions avec les personnes publiques associées, l'une sur le diagnostic du territoire et la deuxième sur les pistes de projet pour établir le nouveau PADD. Alors PADD, projet d'aménagement et de développement durable, qui est le document d'orientation du PLU. Nous avons fait aussi une réunion avec les exploitants agricoles. Je tiens à expliquer pourquoi. Ce n'est pas une réunion publique, c'est une réunion, on va dire, ciblée de co-construction de projets. Pourquoi les exploitants agricoles? Parce que sur Luçon, un bon nombre d'entre eux ont connu des évolutions réglementaires au cours des dernières années, avec des traductions dans les PLU qui sont très particulières à prendre en compte. Et de plus, il y a une particularité sur votre territoire, c'est qu'une grande partie est en site Natura 2000 et qu'il était important de pouvoir en discuter avec eux pour les rassurer d'une partie, enfin en partie sur les projets qu'ils pouvaient avoir, de savoir que même en Natura 2000, on peut prendre en compte ces projets. Et puis aussi pour leur expliquer, mais en contrepartie, leurs obligations par rapport à ce site. Voilà. Donc ça, ce sont les échanges que nous avons eus depuis septembre 2012, avec une base de travail qui a beaucoup évolué par rapport au précédent PLU, puisque depuis le premier PLU que vous avez eu, on a eu un certain nombre de réformes
réforme de l'instruction, des permis, réforme des procédures d'urbanisme, Grenelle de l'environnement. Je ne vais pas vous faire le détail de toutes les réformes, mais ça suppose de reprendre le dossier en fonction, et notamment de l'accompagner par une évaluation environnementale, chose qui n'était pas obligatoire sur le précédent dossier, et qui là nous place dans une position plus soucieuse par rapport aux enjeux environnementaux. Pour rappel de toutes ces évolutions réglementaires et du cadre dans lequel nous pouvons intervenir, même si un PLU, en l'occurrence pour Luçon, est d'initiative communale, nous avons disposé d'un dossier de la part des services de l'État qui s'appelle le porter à connaissance, ce qui est cité également sur cette diapositive. Donc ça permet de clarifier les attentes des personnes publiques associées et de savoir de quelle manière on peut construire le projet ensemble. Alors, ce soir, nous sommes sur une séance qui est la première étape officielle d'échange sur le projet. Il n'y a pas de vote, c'est un débat simple, débat d'orientation sur le document qui sera le document le plus stratégique du dossier de PLU, puisque ce sont vraiment les grandes orientations pour la politique communale sur, on a l'habitude de dire, la dizaine d'années à venir. Le Code de l'urbanisme ne prescrit pas encore de durée précise sur la vie d'un dossier de PLU, mais bon, c'est vrai qu'on s'accorde à dire que 10 ans, c'est une durée raisonnable de projection pour des projets. Aller sur une durée plus longue, c'est accumuler plus d'incertitudes sur le réalisme des choix. Et puis, travailler sur une période plus courte, ça donne quand même moins de vision au projet. Et on attend quand même qu'une commune soit visionnaire. Donc ce soir, je vais vous présenter les orientations qu'on vous propose et qui donc sont soumises à vos remarques, à vos échanges. Et en fonction de ces échanges, nous poursuivrons les études et verrons si certaines orientations doivent être retravaillées, amendées ou au contraire confortées. Alors on peut passer à la diapositive suivante. Voilà, je voulais quand même vous expliquer, parce que j'imagine bien que pour beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas ce que c'est qu'un PLU ou peu, mis à part les membres qui ont activement participé aux commissions. Alors, ce type de document comporte plusieurs parties. La première partie, le rapport de présentation, s'écrit en plusieurs étapes. On a une première étape qui est le diagnostic, donc on étudie toutes les caractéristiques, les composantes du territoire, on regarde de quelle manière les choses ont évolué, et puis on en tire des conclusions en termes d'enjeux. Ce rapport de présentation, il continue à être alimenté tout au long de la procédure de révision, parce qu'il comporte une deuxième partie sur la justification des choix. On s'arrête sur des orientations générales, stratégiques, et on doit pouvoir s'en expliquer dans le document. Donc le rapport de présentation a ce rôle de justification, d'explication. Et puis il y a une dernière partie qui concerne tout ce qui peut avoir une incidence sur l'environnement, à la fois en termes d'analyse, mais surtout en termes de choix, de réduction de ces incidences. Là où on s'explique, en ayant reconnu au préalable qu'on a des enjeux environnementaux, on s'est généralement accordé pour les protéger. On a justifié les choix de son projet pour dire comment on prenait en compte ces enjeux, mais il faut aller plus avant dans l'analyse et dans l'exposé des modalités de réduction, de compensation des incidences. C'est le rôle de la dernière partie du rapport de présentation. Donc c'est le document le plus fourni, intéressant, mais pas toujours très abordable selon les chapitres, même si aujourd'hui on nous conduit, nous en tant que professionnels, à rendre les documents abordables pour tous.
il faut reconnaître que cette partie d'analyse est sûrement la plus technique, mais elle est très importante. Elle est d'autant plus importante que, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce PLU est fait avec une évaluation environnementale, donc c'est un volet vraiment majeur aujourd'hui dans nos documents de planification. Le deuxième document, le PADD, là est un document dont on verra les grandes lignes, qui est un document de stratégie, qui n'est pas un document réglementaire. Je tiens à le dire parce que parfois il y a encore quelques confusions. Au début où la loi Solidarité Renouvellement Urbain en 2000 est parue, ce document avait été rendu opposable. Ça veut dire que tout ce qui était dedans était réglementaire. Et puis la loi Urbanisme et Habitat de 2003 a retiré ce caractère opposable pour n'en faire qu'un document d'orientation générale stratégique et renvoyer le caractère réglementaire à d'autres documents du dossier. Donc c'est un document de philosophie qui doit être suffisamment précis, avoir suffisamment de contenu pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit, et qui ne doit pas non plus rentrer trop dans le détail, parce qu'une particularité est intervenue depuis la réforme des procédures d'urbanisme, c'est que demain, toute orientation dans ce document qui serait changée vous amènerait à engager de nouveau une révision générale. C'est-à-dire qu'autrefois, on regardait l'économie générale du projet, décrite au PADD. Tant qu'on restait sur l'économie générale de projet, on pouvait faire évoluer le contenu et les projets avec. Demain, ça n'est plus l'économie générale, ça n'est plus la philosophie générale de ce projet, et chaque orientation qui est donc à respecter. Voilà, bon, ça c'est une particularité. Alors après, la forme du PADD, suivant les collectivités et les bureaux d'études qui accompagnent ces collectivités, la forme peut prendre des tournures un peu différentes, avec plus ou moins de texte, plus ou moins d'illustrations. Ça c'est un peu secondaire, on dira. Le principe surtout ce soir, c'est de s'accorder sur les lignes de force de ce projet. Et puis, pour pouvoir poursuivre sur cette révision, il y a à décliner de façon plus fine les pistes de projet sur lesquelles on peut s'accorder. Alors, on le fait de plusieurs façons. Sur les secteurs stratégiques dédiés à l'urbanisation demain, on a l'habitude aujourd'hui d'avoir des orientations d'aménagement. Ces orientations, ce sont des schémas, du texte pour prescrire ou, je dirais même, et recommander. Et ces orientations ont une force opposable. Ça veut dire que lorsqu'on dépose un permis, on doit autant respecter ces orientations que le règlement écrit ou graphique du PLU. Alors, on les réserve au secteur de projet. L'idée n'est pas d'en faire sur toute la commune. Ça serait un petit peu absurde. Surtout lorsqu'on commence à rentrer dans le projet vraiment purement individuel à l'échelle du lot de la parcelle. Mais c'est vrai qu'on en fait de façon plus systématique qu'avant quand même. Et une particularité que vous verrez, on ne dédie plus uniquement ces orientations d'aménagement aux secteurs qui viennent en extension de la zone urbaine existante. On s'autorise de plus en plus, puisqu'il faut consommer en rationalisant l'espace, on s'autorise à faire des orientations d'aménagement sur du foncier dans la zone urbaine pour guider le pétitionnaire demain, lui fournir les indications de ce qui peut être attendu et qui permettra de répondre aux objectifs de la ville. Autre document fondamental dans le dossier de PLU, le règlement. Alors le règlement se décompose en deux parties. Vous avez une partie graphique, comme le plan qui est accroché au mur derrière vous, et puis une partie écrite. Les deux s'articulent de manière interdépendante. Certaines règles sont décrites au règlement écrit avec un renvoi au document graphique. Donc ce document graphique aujourd'hui doit être extrêmement précis puisque il a une vocation opposable tout autant que le texte du règlement. Pour instruire les projets demain,
votre service instructeur utilisera donc le PADD à titre de renvoi sur la philosophie du projet. Il utilisera les orientations d'aménagement lorsqu'on sera sur des secteurs où il y en a, plus le règlement. Voilà. Et c'est la conjugaison de tout ça qui permet de délivrer ou non une autorisation. Et puis vous avez des annexes. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon, on ne va pas aborder le projet. Mais ces annexes ne sont pas, enfin, portent un très mauvais terme. C'est-à-dire que pour certaines, elles sont quand même assez importantes. Bon, le code a conservé cet intitulé d'annexe, mais on trouve dedans, par exemple, les servitudes d'utilité publique, qui sont quand même des choses extrêmement importantes pour l'instruction aussi. On trouve, quand on l'a, c'est le cas à Luçon, l'inventaire des zones humides, en plus de l'avoir trouvé au règlement graphique. Voilà, bon, un certain nombre de pièces. Donc tout ça pour vous dire que passé le débat que nous allons avoir ce soir, enfin que vous aurez, parce que moi je présente mais je ne participe pas au débat, il y a encore du travail. C'est ce qu'on va voir voilà, sur ce calendrier. Pour que vous compreniez l'enchaînement des choses, on est à mi-parcours de la phase des études et pratiquement de la phase globale de procédure. C'est-à-dire que derrière, on a commencé à travailler quand même sur la traduction des grandes lignes, hein, parce que en fait, pour tout vous dire, c'est dès le départ qu'on s'intéresse à absolument tout ce qui va composer le dossier. On ne se fixe pas vraiment de priorité en disant s'il y a des problèmes sur le règlement, je ne veux le savoir que quand j'attaquerai le règlement. Non, c'est bien de le savoir dès le départ. Mais en tout état de cause, là on est à la transition entre deux étapes. Vous voyez, le débat est mentionné au 2 octobre, puis après vous avez les dispositions réglementaires qui sont à élaborer. Ce qui est important pour vous à savoir, c'est que vous serez sollicité de nouveau en conseil lorsqu'on fera l'arrêt du PLU. L'arrêt du PLU qui est prévu au printemps 2014. Alors, je tiens à m'expliquer par rapport à ça, hein, quoi que vous puissiez en penser. C'est le calendrier, on va dire ensuite logique, indépendamment de... Ah oui. Oui, je voulais simplement, j'allais vous poser, avant que vous présentiez le calendrier, cette question-là, mais question d'ordre général. On voit un calendrier qui va jusqu'à fin 2014, oui, avec une position d'arrêt au printemps 2014. Oui. On ne va pas se voiler la face. On sait qu'au printemps 2014, il y a aussi des élections municipales. On sait que le projet représente les priorités d'une majorité municipale en place. Sans faire de science-fiction, imaginons qu'une autre majorité municipale ait des visions différentes. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On recommence tout? Oui. C'est raisonnable de lancer un PLU à 6 mois des élections municipales? Alors, c'est raisonnable parce qu'on a une marge de manœuvre qui est quand même relativement étroite sur le projet quand on prend en compte tout l'état de la réglementation. Quand je dis étroite, c'est sous certains aspects. C'est-à-dire que très souvent, vous allez penser à des projets qui vous tiennent à cœur et qui, effectivement, d'un point de vue stratégique, peuvent être assez différents. Mais après, par rapport à toute la prise en charge sur les enjeux environnementaux, sur la consommation foncière, sur les dispositions réglementaires, il ne faut pas se voiler la face non plus, ce ne sera pas différent. Bon, moi, indépendamment des choix, tout ce que je peux vous dire en tant qu'assistance technique hein, à la ville, et c'est à la ville, à l'ensemble des élus, c'est que lorsqu'on arrive sur une phase de PADD, je trouve que c'est bien de la formaliser pour montrer la stratégie qu'on a souhaité donner. Et ça donne de la lisibilité, ce ne serait pas fait, je pense que ce serait plus délicat d'arbitrer si on est d'accord ou pas d'accord avec le projet. Et cette phase d'arrêt, elle... comment vous dire, si vous remettez en question vraiment des orientations générales du PADD, telles qu'on va les débattre ce soir, effectivement, vous devez reprendre la procédure pour redébattre en PADD. Mais on saura assez vite si ces orientations générales vont sur un consensus ou pas. Si ce sont des changements
qui n'affectent pas le PADD lui-même, hein, et qui pour autant peuvent être importantes à vos yeux. Je ne porte pas du tout de jugement là-dessus. Alors à ce moment-là, ça peut être une adaptation du projet avec un second arrêt, mais vous n'avez pas toute la procédure à reprendre. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a établi en amont, hein, lorsqu'on a commencé à accompagner la ville, parce que c'est vrai qu'en bureau d'études, l'histoire revient quand même assez souvent, comme pour vous en tant qu'élu. On connaît bien le mécanisme de la durée des procédures par rapport aux échéanciers électoraux. Donc l'histoire doit continuer, ne s'arrête pas, mais c'est vrai qu'il faut que vous puissiez comprendre la latitude que vous avez à reprendre une procédure ou pas. Donc voilà, c'est ça. Si je puis me permettre, je m'inscris un petit peu en faux à ce qui est très dit. Le PLU n'est pas été lancé depuis 6 mois avant les élections, parce que ça fait plus d'1 an qu'on est dessus. Ouais. Non mais il faut savoir qu'il y a eu un ensemble de réunions qui nous permet d'arriver au PADD aujourd'hui, dans lequel il y avait un membre de l'opposition qui siégeait et qui avait toute liberté. Oui, deux membres de l'opposition, merci d'appuyer sur ma déclaration. Donc 2 membres de l'opposition qui siégeaient et qui avaient donc toute possibilité de pouvoir s'exprimer par rapport à la proposition du PADD qui est aujourd'hui. Donc, mais il est vrai, je suis ce que dit Madame Sarrazin tout à fait en accord. Un mandat, ça dure 6 ans. Ça veut dire que si jamais on devait tenir compte de ce genre de choses-là, on ne lancerait jamais rien et on ne ferait jamais rien avancer. Je pense qu'en plus, dans le domaine de l'urbanisme, il n'y a pas d'urbanisme de droite, de gauche, etc. On est sur un projet de développement sur lequel je dis on est sur des grandes lignes, et vous allez voir ce que va donner le PADD, sur lequel il peut y avoir des consensus qui sont des consensus tout à fait raisonnables. Il s'agit de technique, il ne s'agit pas de politique. Non, je suis d'accord sur le fond par rapport à ça. Il est clair que des options particulières peuvent engendrer quand même des déplacements de projets assez conséquents. Donc ça c'est une chose. Que le PLU ait été commencé il y a effectivement pratiquement 1 an, quand on dit il est fait pour une dizaine d'années, le dernier, si je me rappelle, il date quand même que de 2008. Ouais, 2008, c'est-à-dire qu'il n'a pas vécu 10 ans. Hein. On a recommencé à retravailler dessus au bout de 3 ans et demi, 4 ans. Il faut expliquer le contexte réglementaire par rapport à ça. Non, mais je comprends le contexte. J'en suis désolée pour vous, mais voilà, c'est l'état des réformes qui n'a fait que s'accélérer. Voilà. Qui nous amène à ça. Moi, ce qui m'importe, si vous voulez, ce qui m'importe, c'est d'entendre qu'effectivement, il y a des grandes lignes et sur lesquelles nous avons eu les comptes rendus de nos colistiers en commission, qu'il y a un certain nombre de grandes lignes sur lesquelles on est d'accord, qu'il y a ensuite quelques axes forts d'implantation, notamment, sur lesquels on est en désaccord. Et c'est normal. Je vois où ils vont venir, on va le dire carrément. Parlons de la piscine intercommunale. Elle ne fait pas partie du PADD, elle fait partie d'une procédure qui est en dehors du PADD. Donc c'est une procédure complètement différente où il y a un classement qui est un classement différent. Donc il n'a pas lieu d'être au débat ce soir. Non, mais elle est citée dans le texte tel qu'il est prévu là. On la rappelle. Il faut appeler un chat, pas tourner autour du pot. Non, mais bien sûr. Ce sera beaucoup mieux. Mais donc ça sera une autre procédure qui est en dehors du PADD. Bien, donc en tout cas, je préférais quand même que ce soit clair en établissant ce calendrier pour que vous compreniez le temps que prend une procédure et que passer, je dirais, cette étape ce soir, c'est certainement la plus décisive sur la procédure. Celle de l'arrêt, elle permet de formaliser les choses en donnant son accord sur ce qui va suivre, c'est-à-dire la traduction réglementaire. En ce qui concerne la philosophie, on est en plein dedans. Donc derrière, si on est toujours d'accord sur la philosophie, globalement, la suite de la procédure est logique. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Juste un dernier préalable sur pourquoi le débat. Donc je rappelle que ce débat est obligatoire, qu'il doit avoir lieu au moins 2 mois avant l'arrêt du PLU et qu'il ne fait pas l'objet d'un vote, mais d'échanges, et qu'il ne fait pas l'objet d'engagement à ce stade par rapport à la nature des échanges. Voilà, c'est quelque chose sur quoi on devra rendre compte par la suite.
Alors, nous avons plusieurs axes de projet. Il n'y a pas d'ordre de priorité les uns par rapport aux autres, parce que chaque composante du territoire est importante et chaque composante définit des orientations avec plus ou moins d'enchevêtrement et d'articulation, d'interdépendance. Il nous a paru intéressant de proposer des axes qui soient suffisamment parlants pour tout un chacun, c'est-à-dire que si on emploie un langage un peu trop technique en tant qu'urbaniste, on peut trouver des axes transversaux qui soient plus philosophiques et peut-être moins abordables. Donc du coup, on s'est arrêté sur des termes qui, a priori, rendent le document lisible pour n'importe quelle personne qui viendrait le consulter. Alors, le premier thème qui est de développer et de diversifier l'habitat, c'est souvent le thème majeur qui arrive lorsqu'on pense à des projets. On pense beaucoup à l'habitat parce que l'habitat, c'est la population, c'est le devenir d'une commune, c'est son accueil, sa capacité d'accueil, etc. Donc c'est vrai que souvent, c'est un thème qui est important, qui détermine beaucoup d'actions derrière et qui, pour autant, n'est peut-être pas le thème qui devrait arriver en entrée de ligne, puisque comment on travaille sur un PLU aujourd'hui, surtout quand j'ai parlé d'enjeux environnementaux tout à l'heure, généralement on commence par poser le cadre environnemental, à poser les contraintes, à raconter l'état de la marge de manœuvre, ensuite à l'équipe de s'approprier sa place, sa position dans le projet. De quelle position je dispose, hein. Donc on a procédé comme ça, on n'a pas commencé à parler de l'habitat. On a commencé à se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors une fois qu'on s'était accordé sur le champ des possibles, évidemment, là, ça permet de développer un certain nombre de thèmes. Donc on a l'habitat, on a les activités économiques. Dans les activités économiques, vous verrez qu'on retrouve des choses très très différentes et pas forcément assimilables. Nous avons les équipements, l'équilibre des équipements, toujours quelque chose d'important dans le projet, la mesure du projet. La consommation du foncier. Alors voilà un thème qui va être peut-être lu en premier par les services de l'État lorsqu'ils analyseront le projet, pas forcément par la population quand elle viendra consulter le PLU, mais pour nous c'est une problématique majeure aujourd'hui également, qui nous conduit d'ailleurs à travailler bien différemment de ce qu'on a pu faire autrefois. Les déplacements, c'est une mesure souvent d'accompagnement, plus qu'une mesure de départ, mais tout aussi importante. Et puis l'aspect qualitatif des projets. C'est l'occasion, ce PLU, de revenir sur plus de préconisations pour avoir des projets intéressants, aussi bien d'un point de vue architectural, paysager et puis environnemental. Alors, en ce qui concerne l'habitat, le premier objectif, c'est d'accompagner l'évolution démographique. Alors c'est très compliqué d'accompagner parce que ça veut dire qu'on se positionne dans une voie qui suppose qu'on connaît la tendance. Ce qui aujourd'hui est assez compliqué. On est dans une conjoncture où celui qui dit qu'il connaît la tendance est très doué, on l'attend. Donc nous on essaye d'être prospectif, d'être visionnaire, de donner du pouvoir au projet et de ne pas l'enfermer dans des mesures trop restrictives. C'est-à-dire que si on considère uniquement la conjoncture actuelle, plus rien ne se fait. Si on considère qu'elle a vocation à devoir s'améliorer, il faut ouvrir le champ des possibles. Donc on essaye de rester optimiste, c'est le but, sans toutefois être démesuré. Alors, ça a été de longs échanges, hein, je ne le cacherai pas, et on s'est arrêté sur l'idée que, on pouvait envisager de continuer à travailler sur une progression démographique d'1% par an,
ce qui est largement en dessous des taux qu'on nous indique pour votre département. C'est en dessous aussi des études qui sont menées au niveau national et qui, sur la région, donnent une attractivité qui permettrait d'aller bien au-delà de 2%, mais ça reste raisonnable par rapport à la nécessité de maîtrise du projet. Bon, il y avait une remarque. Alors, moi, j'ai regardé un petit peu sur l'INSEE ce qui se passait. Donc, le dernier chiffre que j'ai en 2010 pour 2013, on est en baisse de population. J'ai imprimé parce qu'on va me dire le contraire. Donc, en 2009 pour 2012, on était à 9784, on est passé à 9636, moins 148 habitants. Donc, je veux bien qu'on évolue sur 1% d'évolution, donc, en sachant qu'entre 99 et 2009, les années fastes sur Luçon, on était à plus 0,5%. Donc là, on part sur 1%, en sachant que sur le PLU 2008, on tablait sur 11 540 habitants, soit 2,56 par an. On en est loin, là. Alors... Non, mais on en est loin quand même. Oui, oui. Là, il manque 2000 habitants pour les 3 prochaines années. Là, alors, une première explication, parce que tout le monde ne sait pas comment sont faits les recensements de l'INSEE. Ce qui est publié en 2013 correspond au recensement de 2010 et pas à la population de 2013. Ça, c'est le premier point fondamental. Donc, ça veut dire que si vous n'avez pas des recensements complémentaires disponibles, ou si vous ne vous appuyez pas sur ce qu'enregistrent les services en termes de migration, décès, naissance, c'est difficile de s'arrêter uniquement à ça. Alors, on s'est accordé pour dire, on l'a vu d'ailleurs en commission, que ce chiffre, il est aussi dû en partie à la conjoncture. À partir du moment où nous, on nous demande de travailler sur une voie de progression, parce que je ne connais pas beaucoup de communes qui veulent travailler dans le sens inverse. C'est difficile, c'est vraiment délicat de fixer un taux. On nous conduit, au niveau des services de l'État, qui nous accompagnent aussi sur ce dossier, on nous conduit à être prudent, à ne pas inscrire au PADD un chiffre exact de population. Sinon, ça veut dire que ce qu'on va se raconter ce soir, que ce soit 9 000 ou 10 000 habitants, il faudra réactualiser ce chiffre pour l'arrêt, il faudra encore le réactualiser pour l'approbation. D'accord ? Donc ça, c'était... voilà. Ah non, on ne l'a pas fait. Non. Voilà. On met un taux. Alors déjà, c'est déjà un premier engagement, ce taux. Et c'est vrai que du coup, ce qu'il faut se dire, c'est que pour tenir ce taux, on doit peut-être engager plus de direction au projet pour pouvoir assurer les objectifs. C'est-à-dire que le taux en lui-même n'a pas de sens. Il en prend de par les choix qu'on fait sur les secteurs stratégiques où on pourra accueillir du projet, en fonction de ce qu'on a envie de mettre comme typologie d'habitat, qu'est-ce qui donne de l'attractivité à la ville aujourd'hui, quelle est l'attente. C'est sûr que si dans votre projet, et surtout, c'est même pas tellement dans le PLU lui-même uniquement, c'est dans ce qu'on en fait derrière, dans ce que les porteurs de projets vont en faire, s'ils sont trop écartés des populations cibles et de ce qui est attendu, on ne répond pas à l'objectif. Voilà. Donc, mais moi, ce que je crois, c'est qu'en première lecture, 1%, c'est peut-être ambitieux par rapport à ce qu'on a enregistré ces dernières années. Entre 1999 et 2009, on était à 0,5. Oui. Mais on est très très loin de ce qu'on nous conseille de faire sur votre secteur géographique quand même. Si vous permettez, parce que non, mais je ne suis pas contre, je veux bien qu'on prévoit. Mais on a déjà prévu en 2008 11 540 habitants. Ah, mais c'était la bonne période. Voilà. Non, mais... on prévoit sur 11 000, je crois. Monsieur, je pense qu'il y a une chose qu'il faut... non, mais il y a une chose qu'il faut... Non, mais il faut... J'aimerais en placer une, s'il vous plaît. Il y a une chose quand même qu'il faut regarder... parce que je vois bien quelle est votre intention. Non, mais je vois bien quelle est votre intention. Dites-moi laquelle, parce que... non, mais... je vais être clair. Je veux dire tout simplement qu'on a une progression qui avait été vue donc, sur un PLU dans une situation économique nationale et internationale qui n'a rien à voir avec ce qu'on avait aujourd'hui. On a aujourd'hui, comme toutes les villes centres et en particulier du Sud Vendée,
et une baisse de démographie qui est due tout simplement à un environnement économique sud-vendéen global qui est assez tendu et assez dur. Comme le disait Mme Sarrazin tout à l'heure, nous sommes en train de faire quelque chose pour 10 ans. J'espère que vous faites confiance à notre gouvernement pour relancer une économie qui va nous permettre de revoir des jours qui sont des jours positifs. Donc, de ce point de vue, je pense que, étant donné qu'on fait une projection au niveau national démographique d'une augmentation de 2,5%, que nous sommes aujourd'hui dans une stagnation, peut-être une légère diminution si vous voulez, j'en ai pas aujourd'hui les preuves et les données, mais que nous avons de toute façon une prospective qui est une prospective qui peut être positive du fait tout simplement de l'environnement économique national et de l'environnement tout simplement démographique, départemental et régional. Donc lorsqu'on nous parle de 2,5% et que par prudence, parce que le Sud-Vendée a toujours été dans une tendance comme ça par rapport à la tendance régionale, on arrive à 1%, ça veut dire tout simplement que deux choses. Un, on ne se bride pas, parce que je vous rappelle un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure, on ne se bride pas dans une capacité de progression de notre habitat. Le deuxième point, c'est que, et là je rejoins à 100% ce que vient de dire Mme Sarrazin, c'est-à-dire que se donner aussi la possibilité à travers le PADD de pouvoir donner une attractivité qui est une attractivité différente en fonction des évolutions des demandes tout simplement des habitants, est aussi une prospective à 10 ans, et je me dis bien à 10 ans, qui est quelque chose non seulement de raisonnable, mais qui est, je veux dire, quelque chose qui, si jamais on allait en dessous, serait du coup déraisonnable. Parce que demain, il faut voir ce qu'on veut de l'avenir de Luçon. Si jamais on ne se donne pas les moyens d'avoir la progression et de l'ambition qu'on peut avoir pour Luçon, eh bien, à ce moment-là, c'est vrai qu'il faut prendre les années les plus noires, dire ça va continuer comme ça, quoi qu'il arrive, même s'il y a un changement de majorité, mon cher monsieur, eh bien, à ce moment-là, ne vous bridez pas la possibilité de pouvoir faire une extension. Moi, j'y crois. Non pas que vous passez, mais que simplement qu'on aura une extension parce qu'on a justement une politique de développement et de vision de la ville qui est de position positive. Si je peux finir mon explication quand même, parce que j'ai l'impression de... Donc ça, c'est les chiffres de 2010. On n'a pas 2011, année catastrophique. On n'a pas 2012. Donc bah, je le sais. Au nom de quoi vous pouvez vous permettre de dire que c'est catastrophique? Le nombre de permis de construire déposés sur Luçon. Oui, ben regardez, dans le Sud-Vendée, on est rigoureusement pareil. Ouais, dans tout le Sud-Vendée. Donc n'attaquez pas Luçon là-dessus, c'est un problème de Sud-Vendée. Je n'attaque pas Luçon, j'attaque le chiffre. Et je dis tout simplement que là, on est dans un problème économique. C'est un constat. Qu'aujourd'hui, si jamais on a moins de permis de construire dans toutes les villes de Vendée, c'est aussi parce qu'on est dans une crise économique et que vous avez des banques qui ne suivent pas. Vous avez des gens qui ne vendent pas leur maison et qui, du coup, ne peuvent pas faire construire des maisons nouvelles. C'est tout. Mais dans 10 ans, je pense qu'on aura des possibilités, et je l'espère, pour la croissance du pays, qu'on aura des possibilités différentes. Je vais finir. Donc vous aviez dit 11 540 habitants en 2008, donc le foncier a été prévu à cette époque, et là on prévoit 1000. Mais il y aura moins de foncier. Voilà, bon, on est d'accord. De plus, quand vous dites qu'il y aura une évolution, moi ce que je vois, ce que j'ai noté sur les statistiques et tout, c'est qu'il y a une baisse importante des 45-59 ans sur Luçon. On était à 24%, 25% même. En 99, on est à 20%. Comme toutes les villes-centres. Si vous voulez, oui. Comme les villes-centres. Le taux d'emploi a augmenté de 20,8%, ça, tant mieux pour nous, depuis 99, pardon. Mais le taux d'actifs est de 2,8% sur Luçon, en augmentation. Ce qui veut dire que les emplois qui sont créés sur Luçon sont pour l'extérieur. Ça ne fera pas augmenter la ville, la taille de la ville. La natalité est basse. Le sol migratoire est fort et en baisse, d'accord. Le vieillissement de la population, on est à 33%, un tiers de la population a plus de 60 ans. La taille... Mais monsieur... Pardon ? Mais monsieur, non, mais... à 60 ans, on n'est pas mort. Hein. On peut avoir des projets à 60 ans. Moi, j'en ai 57. Je peux vous dire que j'ai un certain nombre de projets, y compris d'acquisition et de construction. Monsieur le maire, je ne sais pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous parler d'augmentation de la population. Donc, vous faites la politique de faire venir des gens de plus de 60 ans retraités. Et vous ne pensez pas donc à l'augmentation de la ville sur des jeunes ménages. Mais non, mais monsieur, je ne refuse pas, mais non.
Mais non, mais vous voyez, non, mais c'est là que c'est déraisonnable. Non. C'est là que c'est déraisonnable. D'abord, je m'inscris en faux. Cette attaque contre les personnes qui ont plus de 60 ans me semble complètement déplacée. C'est ridicule. C'est ridicule. Bon, deuxième point. Ce que je veux, c'est que l'équilibre de la population se fasse par rapport à l'évolution des 1%. C'est tout. Non, mais voilà. Attendez. On va être clair sur les 2,5% de prospectives qui sont données sur les régions, sur la région Pays de la Loire globalement. Vous avez d'abord une pyramide des âges qui, au niveau français, déjà s'élargit. Donc nous sommes dans cette mouvance. Premier point. Deuxième point, on sait très bien que c'est plutôt des personnes de cet âge-là qui vont se déplacer. Donc, bon, soyez objectifs. Hein, mais je rappelle quand même que des gens qui construisent, qui ont 60 ans et plus, on en trouve. Ça ne veut pas dire que pour ça, on rejette les jeunes ménages. Loin s'en faut. On est tout comme les autres. La seule chose, si vous voulez... Mais non, vous êtes en train de faire une obstruction sur quelque chose qui est clair, c'est que vous oubliez tout simplement qu'en 2007, il y a eu l'apparition d'une crise. Que quand nous avons fait le PLU... Non mais 2007, non, c'est 2007. L'arrêt de l'économie était 2007. Je suis désolé, 2007. Révisez vos leçons. Alors attendez. Je voudrais terminer. Je veux dire tout simplement que lorsqu'on a fait le dernier PLU, on était dans une image de croissance qui était une image de croissance positive. Bon, qui nous a donné les projections qu'on a données aujourd'hui. Que vous, à juste titre, d'ailleurs, dites on ne les a pas atteints. Oui, il y a eu une crise entre les deux qui a freiné l'immobilier dans énormément d'endroits et en particulier dans le sud Vendée. Bon ben voilà, on a subi des à-coups qui sont des à-coups de l'extérieur. Ça ne veut pas dire que cette situation est une situation qui va perdurer dans le temps. Et je ne l'espère pas. Je ne l'espère pas pour le pays, parce que s'il perdure dans le temps, ce n'est pas Luçon qui sera touché, c'est le pays dans l'entier. Donc soyons optimistes et donnons-nous surtout la possibilité de pouvoir, demain, dans des règles qui sont nouvelles, de pouvoir construire. Parce que je vous rappelle que, et on va en parler tout à l'heure, je vous rappelle qu'aujourd'hui, les terrains qu'on va pouvoir offrir pour la construction vont être moins grands que ceux que l'on imaginait il y a quelques années, parce qu'il y a eu entre les deux le Grenelle de l'environnement qui, pour des raisons qui sont des raisons que je ne veux pas discuter et qui sont de toute façon recevables parce qu'elles sont dans la loi, vont faire qu'on va avoir des orientations qui sont des orientations différentes de ce que l'on disait tout à l'heure. Je pense que c'est pas comme ça qu'il faut regarder les choses. Il faut tout simplement se dire, voyons, quelles sont les possibilités extérieures en fonction des prospectives qui vont pouvoir nous donner demain une augmentation d'une habitation qui est raisonnable. 2,5% préconisé par au niveau de l'État. On connaît ce qui est dans le sud Vendée depuis des décennies. On sait que pour la décennie suivante, on n'aura certainement pas un rattrapage global par rapport au reste. Et donc le 1% ne me semble pas quelque chose de dément. D'autant plus que ça engage quoi de dire 1%? Ça engage tout simplement le fait de dire qu'aujourd'hui, on va diminuer certainement la surface habitable par rapport à ce qu'on avait prévu dans les années fastes de l'économie nationale et donc de l'économie locale. Et donc, par conséquent, on va rester sur quelque chose de raisonnable, mais qui, d'un point de vue d'optimisme et de capacité de pouvoir imaginer quelque chose sur le territoire, et une ville telle qu'on a envie de la voir se développer, eh bien, on ne se lie pas les mains. Je voulais juste intervenir à ce niveau-là en disant que je voudrais pouvoir partager l'optimisme et je souhaiterais qu'on puisse afficher un chiffre à 2% plutôt qu'à 1% dans cette perspective. Notre objectif, il est bien le même, il est de faire en sorte que cette ville se développe. Après, la question, c'est quelles sont les stratégies qu'on met en œuvre, tant en termes de développement urbain, tant en termes de développement économique, qui permettent d'atteindre des objectifs. C'est vrai que le débat il est plutôt là. Les constats sur les chiffres actuels, ils sont ce qu'ils sont, mais si on pouvait effectivement tirer plus près de 2% que de 1%, ça voudrait bien dire qu'on a retrouvé un dynamisme et que tout le monde le souhaite. Il faudrait vous mettre d'accord. Mais ça veut dire qu'on le souhaite. Je voudrais quand même dire quelque chose. On est parfaitement d'accord. Nous sommes tout à fait d'accord. Nous sommes tout à fait d'accord. Je parle de prospective. Nous sommes tout à fait d'accord que ça dépend
Et en effet, c'est tout le rôle de ce que l'on va avoir ce qu'il va y avoir dans le débat sur le PLU, c'est de la manière dont on imagine la progression de la ville, et c'est la manière dont on imagine, alors avec l'intercommunalité, parce que je rappelle que c'est l'intercommunalité, à travers aussi les SCOT, comment on imagine donc les développements économiques. Parce que je rappelle que derrière, il y a aussi ce pendant qui est important. Bon, je pense que par contre, il ne faut pas surestimer une possibilité qui est une possibilité raisonnable, parce que là, du coup, on consomme du foncier qui, à ce moment-là, va bloquer une autre activité économique qui est non négligeable, qui est celle de l'activité agricole. Justement, vous avez évoqué un sujet qui m'intéresse aussi, le SCOT. Quelle va être l'articulation de ce PLU avec le SCOT qui est encore en gestation pour le Sud-Vendée? Est-ce que l'incidence de l'un sur l'autre ne va pas aussi modifier des paramètres dans ce qui est projeté aujourd'hui? Ce sera un choix politique. Oui. En fait, si vous voulez, le SCOT, pour le moment, on n'a pas de contenu. On est d'accord, il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'orientation générale auquel se raccrocher, donc il y a plusieurs cas de figure. Là encore, je parle par retour d'expérience. Lorsqu'on a des SCOT qui s'élaborent sur des territoires où on est avancé en planification urbaine, eh bien, on ne refait quand même pas l'histoire, parce qu'il faut être aussi conscient d'un certain nombre de choix et trouver plutôt de la cohésion. Donc ce qui arrive assez souvent, c'est qu'on ait des adaptations, mais pas forcément de remise en cause fondamentale. Donc moi, ce que je vois dans mon métier tous les jours, c'est qu'on a rarement des révisions générales du fait de l'approbation d'un SCOT. On a plus souvent des modifications, des mises en compatibilité sur un certain nombre de points qui ne remettent pas en cause tout le dossier. Voilà. Mais c'est certain que c'est important, puisqu'il y a l'obligation que le PLU soit compatible. Alors, compatible ne veut pas dire conforme, hein. Ça aussi, c'est important comme notion. Mais voilà. Et puis, de toute façon, comme on l'a rappelé tout à l'heure, il faut quand même aussi avancer. Ne vous bloquez pas à Luçon sur vos projets, parce qu'à un niveau supracommunal, on prend plus de temps pour réfléchir et poser les choses. Non, mais c'est bien ça. La discussion est très intéressante et c'est bien de mettre sur le tapis. Je pense que, quelque part, on a quand même, nous, une vision interne de notre développement qui est certainement plus adéquate par rapport à la demande des habitants que si jamais demain on a un SCOT énorme et que des gens de Menon-Blé ou d'autres viennent mettre un œil sur notre PLU. Je pense que quelque part, aujourd'hui, c'est au contraire dans l'affirmation de ce que l'on veut faire qu'on va avoir la force et le poids de la discussion dans un SCOT. C'est-à-dire qu'il faut le poser à l'inverse. Le SCOT va donner des règles qui sont des règles donc beaucoup plus larges, qui sont compatibles avec un PLU sur lequel on aura posé, nous, des règles, qui sont des règles que l'on voit du point de vue du Cenay. C'est-à-dire qu'il est hors de question que demain, on laisse un SCOT modifier complètement les plans d'extension d'une ville comme celle de Luçon. C'est pas le but du jeu. Je suis en plein donc d'accord autant qu'on pose aujourd'hui. C'est bien pour ça que je demandais l'articulation, parce qu'on sait que le SCOT c'est 2017. Hein, a priori, c'est 2017. Le PLU c'est 2014. Quand il faut se lancer dans un. Il faut se lancer dans un. Il faut se lancer dans un SCOT d'ici 2017. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il soit bouclé. Donc, à partir du moment où on part pour 10 ans sur le PLU, bon, le SCOT arrivant 3 ans plus tard, s'il faut, bon voilà, c'est toujours le même problème, quoi. Bon, je sais bien que le millefeuille administratif, il y a un moment, ça commence à faire aussi pas mal, et il faut qu'on soit en mesure, effectivement, de pouvoir mettre nos priorités en avant dans ce cadre-là, et qu'on ne puisse pas nous dire qu'elles puissent être remises en cause dans les 3 ans qui suivent. Nous sommes d'accord. Donc il faut poser fermement les positions du PLU de Luçon, qui sera du coup quelque chose sur lequel le SCOT sera bien obligé de travailler. Voilà au moins un point sur lequel nous sommes d'accord. Moi, je voudrais insister sur une notion qui est importante ce soir, c'est-à-dire que pour chaque orientation générale, ce n'est pas un engagement que vous prenez quand on
positionne des objectifs, parce qu'au final, les préoccupations nous rassemblent tous sur l'évolution de la ville et sa dynamique. Personne n'a envie que ce soit l'inverse qui se produise. L'important, c'est de donner du possible. J'en parle beaucoup, le champ du possible, c'est-à-dire ne pas faire en sorte de faire un projet à minima qui vous engagerait, là, par contre, sur une révision générale, peut-être même avant 5 ans. Parce que, autant le travail du SCOT, ça sera de tenir compte des enjeux et des objectifs déterminés à l'échelon local, plus local que le SCOT, autant le SCOT ne posera pas des objectifs à minima. Et là, si vous avez un delta trop important entre les objectifs que vous avez eu envie de donner dans votre dossier de PLU et celui du SCOT, là, je ne suis pas certaine que ce serait une simple mise en compatibilité. Vous voyez, donc c'est pour ça, c'est difficile, je le reconnais. Ça veut dire qu'on fixe des taux, et c'est vrai que derrière, pour pouvoir réussir le projet et atteindre ses objectifs, ça dépend beaucoup des moyens qu'on met en œuvre derrière. Le PLU, c'est le premier levier. Mais ça n'est pas le seul. Ça veut dire que c'est un point de départ au soutien au projet et c'est celui qui doit donner le plus d'ouverture sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'urbanisme de projet. Voilà. Donc, quand nous, on revient en tant que professionnels sur des territoires qui ont déjà des documents depuis un certain temps, qui, voilà, suivant les époques, ont visualisé un projet plus ou moins expansif, notre premier attachement, c'est de regarder quelle était la marge d'erreur dans l'analyse. Mais généralement, ce n'est pas aux élus qu'on la renvoie. Pour tout vous dire, c'est un exercice difficile et ce sont toujours des calculs par rapport auxquels il faut conserver du recul. Voilà. Mais ce n'est pas un engagement. Par contre, si demain on arrive à atteindre cet objectif, c'est ça qui permet de constituer l'équilibre du dossier. Alors, on va continuer parce que en fait, les autres orientations, au final, vous en avez déjà abordé certaines, donc ça viendra alimenter le propos. Je pense à la production du nombre de logements. Là, c'est aussi un peu empirique. Quand je vous parle de 630 logements, est-ce que c'est 600, est-ce que c'est 500 moi, je dirais que ça peut se moduler suivant qu'on fait uniquement des T3, des T1. Voilà. Donc, pour le moment, sur notre territoire, nous n'avons pas de programme local de l'habitat. D'accord ? Quand nous avons un programme local de l'habitat, un PLH, pour ceux qui en ont entendu parler, c'est plus facile, évidemment, de poser le projet, parce qu'on a déjà un cadre de référence. Là, on n'en a pas. Alors, on essaye d'être malin, mais ce n'est pas toujours évident. Donc, ce qui est important, surtout, c'est derrière cet objectif, de ne pas être discordant dans les choix fonciers. C'est-à-dire ce que j'ai souvent dit en commission, vous pouvez en témoigner pour ceux qui ont participé, c'est d'avoir des réserves foncières qui soient concordantes et pas l'inverse. C'est ça le plus difficile en fait. Alors, on parle beaucoup d'optimisation du foncier, de rationalisation, donc évidemment, deuxième objectif qui paraît logique, c'est la diversification des formes urbaines, la densification du bâti. Bon, alors là, on a travaillé aussi. Ce PLU, il va au travers des orientations d'aménagement qu'on concrétisera dans les prochaines semaines, permettre des projets peut-être plus souvent différents que le projet monotype de lotissement qui a beaucoup plu. Il faut pas effacer non plus l'histoire. Il y a des produits qui ont remporté un succès indéniable. Aujourd'hui, on est tous conduits à réfléchir différemment. C'est difficile parce que ça suppose aussi de maîtriser les projets différemment. Donc, c'est un exercice sur lequel, en tant que professionnel, j'observe que ce n'est pas les choix politiques qui aident à conduire cette maîtrise, mais plutôt des moyens techniques qu'on met derrière pour pouvoir accompagner les porteurs de projets. Et
c'est là où le PLU peut avoir un rôle important, c'est-à-dire que entre la position du laisser-faire et la position hyper interventionniste où on veut faire tous les projets soi-même, il y a une marge de manœuvre, là encore, mais il faut suffisamment de contenu dans le dossier pour pouvoir guider les porteurs de projets. Donc cette diversification des formes urbaines, elle est importante. Et puis c'est aussi le moyen de répondre justement par rapport à la diversification des attentes. Parce que pourquoi on prévoit des formes urbaines différentes? C'est pas seulement pour économiser du foncier, c'est qu'aujourd'hui économiquement, tout le monde ne cherche pas une grande maison avec le jardin autour. Voilà, donc on a différentes populations cibles. On travaille beaucoup avec d'autres institutionnels sur ces questions en ce moment, en particulier sur la Vendée. Donc c'est vraiment là le noyau de l'objectif à atteindre. Ça veut dire qu'on va élaborer des orientations d'aménagement qui auront un côté prescriptif et puis un côté aussi de recommandation. Le curseur, il est à placer pour permettre de ne pas enfermer les projets, c'est-à-dire que si nous, on propose des orientations d'aménagement, ça n'est pas pour dire demain, le projet devra ressembler strictement à ça. C'est quand même pour laisser un petit peu de possibilités aux concepteurs, mais en même temps, il faut atteindre ce qu'on souhaite. Quand on dit qu'on voudra une densité minimale brute de 18 logements à l'hectare, il faut que ce soit possible de par les orientations qu'on aura fixées. D'accord ? Par contre, que sur cette densité, le porteur de projet fasse plus ou moins de logements groupés pour y arriver, ça après c'est sa responsabilité tant qu'il répond à l'objectif de base. D'accord ? Et puis, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a des produits qui ne se vendent pas de la même manière partout. Ça, c'est quelque chose dont on doit être conscient. Alors, c'est plus facile à dire pour moi qui suis dans les projets tous les jours, parce que je sais qu'il y a des territoires où on va pouvoir vendre du collectif et d'autres territoires où ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, dans les propositions qu'on doit faire sur ce PLU, c'est tenir compte aussi de ça. Mais ça ne veut pas dire que si on ne propose que de l'habitat individuel ou groupé ou intermédiaire, on ne soit pas à même de répondre à différentes catégories de population. Voilà. Il faut bien distinguer la notion de diversité des formes urbaines de la notion de mixité sociale, qui vient ensuite. La mixité sociale, c'est faciliter le parcours résidentiel des populations, c'est-à-dire en France, quoi qu'il se passe, on doit pouvoir avoir accès au logement. Donc on a tout un cadre légal par rapport à ça, et ce n'est pas le débat ce soir. Par contre, le débat, c'est comment on fait dans ce PLU pour pouvoir atteindre en partie cet objectif, en sachant que, Dieu merci, on ne demande pas aux collectivités de faire du rattrapage. Ça, je tiens à le dire aussi, parce que les politiques qui fixent des objectifs chiffrés de par le contexte législatif sont à prendre en compte. Mais lorsque on s'écarte déjà beaucoup à la base de cet objectif, le PLU n'a pas du tout vocation à ne faire que répondre à ça. Donc il doit trouver un équilibre pour répondre à différentes catégories de population. Alors, vous aviez jusqu'à présent un PLU qui prescrivait 10% de logements sociaux dans les opérations pour les zones d'urbanisation future, qui s'appellent 1AU, peu importe le nom, mais enfin, voilà, les opérations futures qui n'étaient pas dans la zone urbaine, qui étaient plutôt des secteurs en extension de la zone urbaine. Là, ce qui vous est proposé, c'est de généraliser cette prescription. C'est-à-dire qu'on soit dans une zone d'urbanisation future ou qu'on soit dans une zone déjà bâtie où on vient démolir un immeuble pour en refaire un autre, ou alors on vient urbaniser sur des terrains qui étaient restés vierges, on aura aussi les 10%. Et 10% de logements sociaux, ce n'est pas 10% de logements à caractère social. Là encore, on s'entend sur les mots. Logement social, c'est le logement qui a fait l'objet d'un soutien financier suivant les modalités fixées par décret, donc par l'État.
Donc voilà, ça veut dire qu'on s'écarte de toutes les notions d'investissement privé, etc. Ça n'entre pas en ligne de compte. Voilà, ça je tiens quand même à le dire parce que c'est vrai que souvent il y a aussi des confusions par rapport à ça. Et dans l'analyse des documents, chaque terme peut être important. Voilà, alors bon, sur cette partie de l'habitat, moi je dirais elle n'est pas révolutionnaire a priori, mais dans la traduction, ça va engager quand même des choses assez différentes de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Sur le volet économique maintenant, je vous ai dit tout à l'heure, l'économie sur Luçon, ça recouvre des réalités très différentes. On a évidemment les grandes entités spatiales que sont les zones d'activité, avec des spécificités plus ou moins marquées. On a toute la fonction commerce auquel beaucoup associent les services. Alors on ne va pas rentrer ce soir dans la définition entre commerce et service parce que c'est un peu fin, mais voilà, donc là ça c'est l'accompagnement à la fois du quotidien, mais pas seulement. Et dans la façon dont on obtient de l'offre, ça peut se jouer de façon très différente, y compris sur les aspects, on va dire, concurrentiels. Donc là, le PLU peut avoir une action. Et puis on a l'activité agricole, qui est une activité économique, que les PLU reconnaissent comme une activité économique à part entière, surtout depuis la loi SRU. Alors pour revenir sur les zones d'activité, on est conduit aujourd'hui à beaucoup réfléchir sur les spécifications. C'est pratique de se dire telle zone, on la réserve pour tel type d'activité, et après, dans le règlement, eh bien, on oriente les choses de façon à ce que ce soit ça et pas autre chose. Pourquoi on fait ça ? On fait ça, d'une part, pour pouvoir atteindre des objectifs, parfois. On fait ça aussi pour éviter que dans la mixité de l'occupation, les choses se passent mal par la suite. Ça peut arriver. Quand on mélange certaines activités, ce n'est pas toujours évident. On fait ça pour des questions d'aménagement, parce que là encore, le concepteur ne va pas imaginer les dessertes d'une zone dédiée à de l'industrie ou de la logistique de la même manière qu'il va le faire pour une zone de tertiaire de bureau. Donc c'est tout un ensemble de choses qui peut conduire à envisager cet objectif. Nous, on s'est rendu compte d'une difficulté. C'est que suivant les zones d'activité que vous avez déjà et qui ont vocation à se développer plus ou moins selon les endroits, on n'a pas forcément la possibilité, ou en tout cas un état de connaissance sur les orientations possibles qui permettent de donner une spécialité vraiment affermie à chaque zone d'activité. Alors je vais vous tranquilliser quand même sur l'histoire de votre département. La Vendée a la particularité d'avoir très peu spécifié ces zones d'activité parce que c'était le moyen de donner une dynamique de l'attractivité au développement économique. Ça a plutôt bien fonctionné et même aujourd'hui, on en arrive parfois au constat que pour les secteurs géographiques où on a beaucoup spécifié, on est aujourd'hui sur des gros problèmes de reconversion. Donc, on en a discuté avec des partenaires économiques, notamment les chambres consulaires. C'est quelque chose qui n'est pas évident. Vous avez aussi un contexte à Luçon de par la position géographique des zones d'activité, en bordure du projet de contournement. Vous avez l'effet vitrine qui peut être recherché. Ça veut dire que quand on va travailler sur le règlement, on va peut-être devoir faire des choix, si c'est vraiment nécessaire. Et à partir du moment où on pense qu'on a suffisamment d'informations pour pouvoir les faire, pour dire, effectivement, à certains endroits, c'est l'effet vitrine qui peut être recherché. Il y a certains types d'entreprises qui n'en ont pas besoin. Donc c'est un début de spécification. Et puis par contre, en fond de zones d'activité, ce ne sont pas les mêmes typologies. Alors est-ce qu'au règlement du PLU, il faut faire la nuance ? Ça, c'est quelque chose qui n'est pas aisé. Et on s'est rendu compte qu'on avait encore beaucoup de points d'interrogation
et qui ne dépendent pas de la stratégie communale uniquement. Là, on entre pratiquement sur le volet économique, sur une orientation stratégique qui est de l'ordre du SCOT presque. Je pense à ça parce que c'est l'emploi, c'est vraiment le développement de demain pour tout un territoire et un bassin d'emploi, voilà, pas uniquement une commune. Donc du coup, on reste plus modéré par rapport à ça. Par contre, c'est certain qu'au fur et à mesure qu'on avancera sur les dispositions réglementaires, si on peut donner plus de lisibilité à cet intérêt, ça le mérite. Voilà. Alors, mis à part la zone de Sébastopol qui, elle, est déjà sur la petite moyenne entreprise industrielle et qui trouve plutôt vocation à le rester, pour les autres zones d'activité, ça n'est pas simple de spécifier. Je continue, je laisserai la place au débat, ne vous inquiétez pas. Sur la fonction commerciale, parce qu'il y a un lien avec les zones d'activité. La fonction commerciale, c'est au premier abord, quand on arrive à Luçon, ça dépend par où on arrive, mais moi, vu d'où je viens, c'est de la zone commerciale. Et en rentrant dans la ville, c'est la découverte, quand on n'est pas de Luçon, qu'il y a tout un appareil commercial de petits locaux, commerce de proximité, quotidien ou non, mais beaucoup de commerce. Je tiens à vous le dire parce que quand on n'a plus l'œil extérieur, quelquefois ça peut échapper. Et en tout cas, une des premières observations qu'on a faites, c'est Luçon qui a la volonté de maintenir une dynamique et du développement, qu'est-ce qu'on peut proposer par rapport à ça pour garantir que demain, on n'ait pas des formes d'aspiration de la part des zones d'activité par rapport à cet appareil commercial qui fait l'attractivité, en fait. Les gens ne viennent pas à Luçon pour les zones commerciales, ils viennent pour le centre, pour les équipements, les services. Et puis, on a aussi, vous l'avez très bien rappelé, une population avec une certaine tranche d'âge âgée importante. Donc, il faut penser qu'aujourd'hui, on essaye de réduire les temps de parcours, d'améliorer les déplacements, de développer les liaisons douces. Donc, tout ça a une raison d'être. Ouais, mais je vois qu'il y a de l'adhésion, c'est bien. En tout état de cause, sur le commerce, on a proposé quelque chose, donc vous direz ce que vous en pensez. C'est une mesure qu'on a expérimentée sur déjà pas mal de documents de planification, qui est d'identifier un ou deux axes les plus commerçants dans la ville, et sur ces axes, de protéger les linéaires commerciaux. Pour le moment, on s'est arrêté qu'à l'idée de faire des protections sur la rue Clémenceau, parce que c'est vraiment là où on a une concentration importante. C'est quoi le mécanisme de la protection ? C'est interdire que le local commercial, demain, devienne de l'habitat. Ça peut être même interdire que ça devienne du bureau ou du service. Il faut réfléchir. C'est déjà... parfois, je vous ai dit tout à l'heure, la notion de service, elle n'est pas tout à fait évidente. C'est aussi penser au renouvellement urbain ou penser au projet. C'est-à-dire que demain, on crée un local commercial et puis on crée un logement avec. On souhaite que les accès à l'une et l'autre des parties soient dissociés. Parce qu'on a relevé beaucoup de problèmes de fonctionnement à terme, où on vend le local commercial, on n'arrive pas à vendre le logement, puis l'accès est commun, ça fait un logement vide. Donc, en cas de renouvellement urbain ou de construction, il faut éviter que ce problème se réitère. Il faut aussi éviter que, lorsqu'on est sur un projet de renouvellement, la vocation commerciale ne s'efface, puisqu'on sait que plus on va segmenter dans la rue les commerces, et moins ceux qui vont rester auront de la force et de la lisibilité. Donc, en cas de démolition-reconstruction, de demander que le rez-de-chaussée continue d'être affecté à de la vocation commerciale. Voilà. Et ça permet d'éviter les discontinuités. Après, protéger les locaux commerciaux, ce n'est pas uniquement un pari sur les projets dans le centre. C'est
aussi un pari sur les projets hors du centre. Et donc, l'équilibre, c'est de considérer qu'on ne doit pas être uniquement sur des aspects concurrentiels négatifs. Les choses peuvent s'équilibrer. Mais d'admettre qu'en zone d'activité, la fonction commerciale n'a pas à être représentée tout à fait de la même manière que dans le centre, c'est une bonne piste de projet. Donc souvent, avec la chambre de commerce et la chambre de métier, en tant qu'urbaniste, on propose de fixer une surface de plancher minimum en zone d'activité, de façon à ne pas trouver des tout petits commerces de 50, 100 ou 150 mètres carrés comme on aurait dans le centre. Voilà. Alors, bon, ça, c'est... Oui. Ça pose effectivement le vrai problème de l'équilibre entre le développement que l'on veut pour la périphérie, oui, et le maintien à minima, si on peut parler de développement, c'est encore mieux, pour l'activité de centre-ville. On voit bien au fil des ans le phénomène d'aspiration qui se produit vers la périphérie, et parallèlement le phénomène, je dirais, non pas, on ne connaît pas des phénomènes de vitrines vides de la manière que peuvent connaître certains centres-villes. On en a, oui, quelques-uns plus qu'avant, mais pas à ce point-là. Je suis d'accord avec vous, on a gardé un centre-ville dynamique. La problématique, c'est qu'il a de plus en plus de mal à garder ce dynamisme parce qu'il n'a pas les moyens de lutter par rapport aux outils de développement de la périphérie. Donc là, il y a effectivement une stratégie à mettre en œuvre au niveau de la ville sur ce qu'on peut faire pour qu'on garde ces axes de dynamisme au niveau du centre-ville, qu'on puisse garantir des renouvellements, parce que beaucoup de nos commerçants sont aussi d'un certain âge et pensent à des renouvellements en termes au niveau de leur commerce. Pour cela, il faut aussi qu'il y ait des signes forts, des signes clairs qui soient donnés de façon à faciliter ce genre de transmission et pour pérenniser ce développement. Il ne faut quand même pas perdre de vue, je ne pense pas dire de bêtises, en disant qu'on a chez nous à Luçon un record du nombre de mètres carrés par habitant en termes de surface commerciale en périphérie. Et c'est... Bon, alors... tous les records sont enviables. Celui-là, je ne sais pas. Mais ça profite pas qu'à Luçon. Il y a un moment, il faut que ça reste raisonnable parce que par la force des choses, on n'arrive plus à maîtriser. Alors, justement, pour répondre à ça, parce que nous sommes assez en phase sur l'analyse, on est assez d'accord là-dessus. L'éternel problème que l'on trouve dans ce genre de problème, spécifiquement à Luçon, hein, j'entends. Bon. Alors c'est vrai que la surface à l'habitant, on est aussi une des rares villes de notre taille qui ne sommes pas dans la périphérie directe d'une grande ville. Ce qui fait qu'on a aussi une retombée qui n'est pas une retombée exclusivement intramuros, mais qu'il dépasse largement. Donc ce qui modifie un petit peu les chiffres. Ceci dit, je suis tout à fait d'accord. Et ce qu'a proposé Mme Sarrazin me semble justement très très intéressant. C'est que nous avons une spécificité des activités commerciales de centre-ville qu'il faut essayer d'éviter de retrouver en copier-coller, on va dire ça, donc en extérieur. Donc si on limite à 300 mètres carrés l'ouverture d'un magasin de périphérie, on ne se trouve plus du tout dans le même contexte de ce qui existe à l'intérieur de la ville. Les fameux 50, 60, 70 mètres carrés, 100 mètres carrés, voire 150 mètres carrés dont on vient de parler. On se trouve sur des services qui sont des services différents, avec des approches différentes et qui permettent justement cette diversification. Ça, c'est ce que dit la Chambre des métiers, la Chambre de commerce et d'industrie, et des endroits où ça a été appliqué sont plutôt positifs. Deux handicaps sur lequel j'avoue qu'aujourd'hui j'ai des difficultés à trouver des réponses immédiates, c'est celle d'avoir des surfaces commerciales de centre-ville qui sont des surfaces privées, qui ne sont plus aux normes et pour lesquelles les propriétaires ne veulent pas faire de remise aux normes, ou ne peuvent pas, ne veulent pas ou ne peuvent pas, mais il y en a certains qui pourraient et qui ne le font pas, ce qui crée des ruptures commerciales. Et ça, j'avoue qu'en tant que collectivité, on ne peut pas mettre la billonnette dans le dos en disant on va faire des investissements de telle et telle manière.
on peut peut-être les accompagner. Et je pense que dans ce domaine, il y a d'autres outils, mais qui ne sont pas au niveau de la commune, qui sont au niveau de la communauté de communes, et en particulier les ORAC, dont il faudra lancer un certain nombre d'idées là-dessus. Le deuxième point, pour nous, qui est aussi dangereux, c'est celui de se dire que, globalement, quand on parle du PLU, il faut qu'on regarde un petit peu, on l'a d'ailleurs sur les plans qui est derrière nous d'une manière tout à fait significative, c'est-à-dire que Luçon est finalement un rectangle dans le sens nord-sud, que nous avons toute la moitié de la commune qui est en Natura 2000 dans le sud, et que là, pas question de développement, que dans le nord, nous avons une rupture qui est due à une rocade avec des protections dues au captage de Sainte-Germaine et des terres agricoles de bonne qualité qui sont une activité économique sur laquelle d'ailleurs, de toute façon, aujourd'hui, on ne pourrait pas avoir de développement puisque le Grenelle de l'environnement nous l'empêcherait. Et la problématique, c'est qu'à l'est et à l'ouest, nous sommes déjà sur les limites de la commune. Ce qui veut dire que si jamais on fait un blocage systématique du développement, les gens aujourd'hui, dans la continuité de ce qui existe, se déplacent de 500 mètres et se retrouvent sur la commune d'à côté qui, elle, sera contente de les accueillir. Et on aura à la fois perdu ce qui est à l'intérieur et le dynamisme du centre-ville. Il faut donc qu'on arrive à trouver, à travers ces propositions, non seulement une proposition de dynamique de pouvoir permettre un développement qui est un développement extérieur, qui ne nuise pas à celui de l'activité du centre-ville, qui doit être différent, complémentaire, mais aussi attractif. Et là, je rejoins tout à fait Madame Sarrazin, quand j'entends des gens qui viennent de l'extérieur et qui disent « vous avez finalement beaucoup de commerce », et quand on est à l'intérieur, on entend les gens qui disent « vous n'avez plus de commerce ». Donc c'est vrai qu'il y a une différence de visibilité, qui est d'ailleurs bien naturelle quand on vit à côté de quelque chose et qu'on ne finit par plus le voir. Mais nous, notre rôle, et ça, c'est une discussion intéressante à l'intérieur du PADD pour ensuite le rendre opposable dans le PLU, c'est d'arriver justement à trouver un consensus autour de cet équilibre qui était cet équilibre difficile à trouver, mais qui est aussi conjoncturel. C'est aussi la demande du consommateur qui va faire qu'on va avoir l'orientation et qu'il va falloir s'entendre à la fois avec des privés, mais aussi à travers le règlement qu'on va leur imposer, de manière à pouvoir permettre cet équilibre. Donc ça, c'est une discussion, je crois, qui est intéressante, qui n'est pas simple, sur lequel on n'a pas, j'allais dire, de remède miracle. Par contre, on a une spécificité qui peut être intéressante et qui peut nous permettre justement d'aboutir à un consensus, mais celui-là, il faut l'avoir avec les commerçants, avec les entrepreneurs, etc., de manière à trouver le bon règlement. On sait bien que de toute façon, c'est dans les dispositifs d'accompagnement qu'on peut mettre à disposition, qu'on peut faire en sorte qu'on fasse monter les projets et qu'on puisse aboutir à nos fins par rapport à ça. Il n'y a pas de secret. Hein. C'est les dispositifs d'accompagnement qui feront la différence. Et, sauf que les dispositifs d'accompagnement ne sont du coup plus communaux, mais intercommunaux. On est d'accord. Et c'est là aussi. On parlait tout à l'heure, malheureusement, du feuilletage administratif. Oui. On se retrouve là en plein dans les problèmes de ce que l'on retrouve aujourd'hui chez nous et ailleurs. Hein. Mais voilà. Et donc, donnons, et là je suis tout à fait d'accord, donnons des signes de volonté de développement interne pour pouvoir entraîner à l'extérieur la volonté de pouvoir les suivre. Ça, nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. Alors, dernier axe concernant l'activité économique, qui est l'activité agricole. Oui, je vous en prie, pardon. Juste une question à poser sur quand vous dites l'interdiction de changement de destination. Oui. Parce que oui, j'aurais dû expliquer. Oui, parce que la destination... destination et affectation voilà, ce que je veux dire. Ne sont pas des sœurs jumelles. Ouais. Voilà. Alors, la destination, en fait, dans le Code de l'urbanisme, on a 9 destinations et qui ne permettent pas beaucoup d'affiner les choses. Je ne vais pas toutes vous les citer, mais l'habitat est une destination, l'activité industrielle en est une, les bureaux, services, c'est une destination. Alors, un bon exemple, un commerce qui veut devenir de l'habitat ou du service, c'est un changement de destination. Un salon de coiffure qui veut devenir une boulangerie, c'est un changement d'affectation. Le PLU ne peut pas intervenir sur le changement d'affectation. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est important. Je rebondis aussi sur la remarque de Monsieur le maire par rapport aux mises aux normes.
il est évident que lorsque on inscrit des règles de cet ordre-là dans un PLU, il faut trouver quand même des mesures dérogatoires en parallèle pour équilibrer la force de la règle par rapport à des situations exceptionnelles où l'idée, ça n'est pas non plus de tout bloquer. Hein. Donc voilà, voilà. Et puis par contre, il y a, il y a des règles combinatoires, je pense aux règles sur le stationnement, qui peuvent, quand elles ne sont pas trop prescriptives, favoriser aussi le maintien du commerce dans le centre par rapport aux zones d'activité où là on peut demander du stationnement, c'est la vocation aussi. Hein, alors que dans le centre, il faut être très raisonnable parce que ce sont de petites règles quand on les écrit et des gros problèmes quand on a un projet. Oui, alors c'est dans l'esprit, et je pense que là vous avez raison, dans l'esprit, alors en parlant centre-ville et dans le règlement, c'est une chose à laquelle il faudra faire attention. Aujourd'hui, il est excessivement important de combiner le déplacement de la voiture avec, et le stationnement de la voiture avec le déplacement de l'homme à l'intérieur de la ville. Donc ça, c'est une chose qui est de plus en plus demandée, qui est imposée par les lois d'ailleurs de l'accessibilité et qui sont demandées en fait par les gens. C'est-à-dire qu'il faudra dans notre règlement regarder de très près de la manière dont on peut faire évoluer la place de l'homme à l'intérieur de la ville avec une combinaison que savent faire aujourd'hui les urbanistes qui ne savaient pas faire il y a une dizaine d'années entre la place du véhicule et la place de la personne qui déambule soit en bicyclette, soit à pied, mais d'une manière tout à fait différente. Et ça, oui, il y a aussi des voitures électriques qui ne sont pas polluantes. Voilà, donc je crois que c'est très important aujourd'hui d'avoir cette réflexion de réappropriation, parce que vous disiez tout à l'heure, on vient dans le centre-ville de Luçon pour les services, il faut aussi y venir pour le plaisir, et c'est aussi une des possibilités que va nous donner la réflexion sur le PADD, de manière à pouvoir... moi j'ai toujours en tête, excusez-moi je déborde un petit peu, mais je crois que la chose est importante, toujours en tête la réflexion de l'architecte du CAUE, qui nous est, vous êtes à Luçon comme dans toutes les vieilles villes, lorsque vous vous baladez quelque part, vous avez toujours une voiture qui vous passe à 10 cm de vous. Bon, l'image est un petit peu forte, elle n'est par contre pas complètement fausse, et aujourd'hui les moyens de l'urbanisme qu'on pourrait mettre dans le règlement et qu'on pourrait s'imposer à nous-mêmes, c'est justement d'arriver à faire mieux cohabiter cette circulation qui est importante parce qu'elle est vitale pour le centre-ville, mais aussi la capacité de déambulation des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite, mais aussi tout simplement du promeneur qui a envie de se promener d'une manière beaucoup moins proche de la motorisation qu'elle l'est aujourd'hui.